fil en aiguille, à 18 ans, c'était soit je trouve un job que j'aimais pas, soit je lance quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bah let's go. J'ai commencé pareil, bah à proposer des bannières gratuitement. Et ça a grave plu. Du coup, j'en ai fait des projets fictifs que j'ai pu publier dans ma création de contenu. Sur les 2 derniers mois, bah écoute, j'ai les chiffres sous les yeux. En février, j'ai signé exactement 3 465 €. Ok. Et en mars, euros. Tous, en général, quand tu vas passer commande, tu vas leur remplir son formulaire et il va te faire quelque chose dans tes couleurs, dans ta DA, etc. Et moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais essayer chez toi de creuser ce qui va faire que tu vas être différent des autres. Je pense qu'il faut s'en allier de l'IA. Moi, aujourd'hui, je m'en sers pas tellement, mais j'essaye de me former dessus justement pour commencer à l'utiliser. C'est juste fou ce que tu peux faire avec, hein. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Mais de là à ce qu'elle nous remplace, honnêtement, je pense. Bienvenue dans Build to Grind. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Fournier, un véritable phénomène de l'entrepreneuriat. 21 ans, il a réussi à casser les codes et à transformer sa passion pour le graphisme en un véritable business. Stratégie audacieuse, il a offert des refontes de profil, des améliorations de DA à des comptes influents et ça lui a permis de créer un business sur ça. Bienvenue Thomas. Merci beaucoup, quelle présentation. Écoute, hein, on essaye de faire ça en ce moment. Excellent. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre direct dans le vif du sujet. On parlera un peu plus de toi après. Tu m'as dit que du coup, à 21 ans, tu avais eu un parcours entrepreneurial un peu impressionnant. C'est quoi qui t'a poussé à te lancer si jeune dans l'entrepreneuriat? Heu, je savais faire que ça. En Ok. fait, en cours, j'étais une très mauvaise tête. Bon, j'ai eu tous mes diplômes, tout ce que j'ai fait, je l'ai eu, mais je suis pas allé plus loin que le bac parce que être assis derrière une chaise à écrire, c'était pas pour moi. J'étais toujours, bah, l'insolent de la classe, enfin bref. Et Ok. j'ai essayé le salariat, pareil, ça m'a pas plu. Et puis en fait, depuis tout petit, je baignais dans le graphisme avec YouTube. Par exemple, avec tout ce qui est bannière, miniature, etc. De fil en aiguille, à 18 ans, c'était soit je trouve un job que j'aimais pas, soit je lance quelque chose tout seul. Et du coup, je me suis dit, bah let's go. Je me suis déclaré dans le graphisme, ce que je faisais depuis déjà des années. Et puis me voilà aujourd'hui. Mentalité un peu pirate. On se base sur une passion et on va au bout des choses pour essayer d'en faire un business Bah et carrément, tête baissée. trop bien. Écoute, hein, c'est comme ça qu'on fait, hein. C'est aux alentours des 18, 20, 21, 25 même que tu peux faire des erreurs comme ça. Donc, Bah et au oui, c'est final, ça. c'est pas une erreur. Donc, derrière, ça crée un business assez intéressant. Euh, En off, tu me disais que tu avais connu un peu des difficultés financières dans ta Ouais. jeunesse. On n'est pas là pour aller chercher de la pitié ou quoi que ce soit, mais justement de tirer des enseignements de cette expérience et comment ça t'a façonné un peu pour l'entrepreneuriat. Ouais, bah en fait, je suis pas dans une méga famille. Mon père m'a, enfin pas abandonné, mais bon, il est parti. Et puis, enfin, c'est ma mère qui est partie, mais bon, bref. Donc, Ouais, pas de nouvelles de mon père depuis le collège. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, je devais être en quatrième, non, voire même avant. Donc, ça fait un bail. Et bref, on a toujours vécu plus ou moins dans la pauvreté. Pour te dire, il y a quand j'étais en cinquième avec ma mère, les soirs, on cassait des noix pour finir les fins de mois et pour pouvoir les vendre. Donc, je pense que ça m'a un peu forgé dans le sens où aujourd'hui peur de retomber dans la pauvreté, mais d'un côté, dès que j'ai un peu d'argent, je le flambe assez rapidement, donc c'est quand même compliqué. ok, ok, Mais c'est ouf. mais ouais, voilà. Et puis après, quand j'ai eu des problèmes avec ma mère aussi, du coup, j'ai dû partir de chez moi. Et en fait, c'est là où j'ai découvert les factures et j'avais rien sur le compte. J'avais 1 600 € de côté, et j'avais un loyer à payer, des factures, etc. Donc j'ai eu peur et c'est pour ça que je me suis lancé assez rapidement et pour les mauvaises raisons. Mais bon, ça on en reviendra par la suite, je pense. Ouais. Mais voilà. Non, mais c'est sûr que c'est très dur et c'est une phase où tu grandis vite en fait. Tu sors de l'enfance Ouais. assez rapidement et tu deviens un adulte très très rapidement, mais du coup ça te donne un edge et un espèce de grind mode un peu sur les autres jeunes de ton âge qui est dingue quoi. C'est Après, je pense que j'ai toujours eu ce petit truc en avance des autres parce que très jeune, bah, vu que c'était compliqué, ma mère elle travaillait et tout. Et bah, je me rappelle encore, j'étais quoi, en CP, CE1, je m'occupais déjà tout seul de mon petit frère à la maison qui venait de naître. Je devais lui faire le bibi, changer la couche et tout. Donc j'ai toujours été très vite autonome et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à faire plein de choses parce que j'ai appris tout par moi-même. ouais, ouais, je comprends. Non, mais tu
C'est tout à ton honneur, honnêtement, gérer des situations comme ça et après, pas sombrer dans tout ça, c'est beau. Ça démontre que même si on vient de zones sombres Ouais, et qu'on traverse des turbulences, ben on peut se relever, on peut avancer. Donc belle success story honnêtement. merci. Non, mais c'est vrai, tu vois, il y avait 1 million de chemins devant toi et au final, tu te retrouves là avec un business qui tourne, une renommée sur les réseaux, des clients qui sont contents de toi, tu vois. Donc, il faut le noter, tu vois. Je suis pas là pour te jeter des fleurs, mais c'est factuel, tu vois. Vraiment, ça marche Ouais, pour toi, donc tant mieux. bah, après, bon, petit aparté, mais tu parlais justement de pas sombrer et tout. Et je dois bien avouer que là, cet été, j'ai fait des belles conneries parce que bah, le business commençait à marcher, j'avais fait beaucoup d'argent et je me suis retrouvé cet été face à moi-même bah, parce qu'en fait j'ai délaissé toute ma famille, tous mes proches pour me focus sur mon business et je me suis retrouvé tout seul et j'ai un peu disjoncté et on va pas trop en parler, mais je me suis retrouvé dans une période assez sombre où bah, j'ai disparu de LinkedIn pendant 3 mois. Pareil, mes clients qui me relançaient et je répondais à peine. Donc j'ai eu une petite période sombre quand même, mais pareil, j'ai réussi à ressortir de là et j'en suis très content et Ouais. je sais maintenant quoi mettre en place pour ne plus y retourner. Et c'est surtout ça l'important. Ouais, c'est bien, tu as réussi quand même à grandir, même si tu as touché le fond, c'est important. Pas à ton échelle, enfin, je sais pas, hein, mais j'ai touché le fond plusieurs fois dans ma carrière et dans ma vie. Et avec du recul, c'est dingue la vitesse de propulsion à laquelle, quand tu remontes, tu sais, tu tapes le fond, tu restes au fond un moment, tu racles le fond vraiment de la mer. Mais par contre, quand tu décides de remonter, tu mets un coup de boost Ouais, bah, exceptionnel. complètement, complètement. Et moi, je le vois aujourd'hui, par exemple, je suis tombé qu'une fois, moi, pour le coup. Mmh. Mais là, quand je vois où j'en suis, et limite, je suis content d'être tombé. Ouais, bien sûr. Et je pense Et toi, puis c'est ça. pareil. Oh oui! Non, ça fait prendre des décisions, ça fait grandir, donc c'est ça qui est important. Hem, du coup, voilà, tu as cette compétence que je n'ai pas, c'est-à-dire être capable de savoir ce qui est beau de ce qui est moche. Et donc, du coup, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu as capté que le graphisme c'était fait pour toi. Qu'est-ce qui t'a attiré un peu dans tout ça, tu vois? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire: «OK, il y a quelque chose à faire», tu Ouais, bah, ça en différentes étapes, en vrai, parce que quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à la Play. Je l'ai eu très, très jeune. Du coup, j'ai pas mal joué. Je me suis retrouvé dans des vois? Mmh. structures e-sport et cetera. Et dans ces structures, il y a toujours un petit besoin, sur YouTube, les bannières, les miniatures et en fait, j'ai eu mon premier PC en troisième et je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go, je vais essayer». Du coup, j'ai craqué Photoshop comme tout le monde et j'ai essayé de faire mes premières bannières, mes premières miniatures et tout et ça a grave pris. Les structures, elles étaient grave contentes et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans des groupes Discord, tous différents les uns des autres et je me suis retrouvé, bon, c'était dérisoire, hein, mais à faire, 5 balles la bannière, 5 balles la miniature. Mais c'est là où tu te rends compte au final, bah, il y a quand même quelque chose à faire parce que tu es là, tu as 14 piges, tu reçois 5 balles pour un truc que tu fais en 1 heure, tu es tout content, tu es chez toi, tu fais ce que tu kiffes, tu gagnes de C'est l'argent. clair. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans des groupes Discord qui avaient besoin de logos pour de structure e-sport, de branding, et cetera, d'identité visuelle. Du coup, à chaque fois, j'essayais. Et en fait, bah, au fur et à mesure, je me formais parce que du coup, je regardais en même temps des vidéos à côté pour me former à tel outil ou quoi. Dès que j'ai eu 18 ans, bah, comme dit, j'ai directement lancé ça. Heu, donc quand je me suis lancé, c'était plus pour les structures e-sport, mais c'était plutôt pour les petites boîtes, du coin, menuiserie, plombier, toutes ces conneries. Le problème, c'est que c'est le genre de cible, ils ont pas beaucoup d'argent et ils sont Mmh. très butés. Ils ont pas envie de changer parce que pour eux, ça marche. Même s'ils sont au fond du trou, ça marche quand même. Et du coup, c'est compliqué de les toucher. Et bah, c'est là que j'ai découvert LinkedIn parce que LinkedIn, faut se le dire, les gens sont là pour acheter. Donc, Mmh. c'était tout de suite plus facile. S'il y a bien un endroit au monde où tu veux faire du business et où il y a un potentiel, en tout cas si ta cible est sur LinkedIn et il y a un endroit au monde où tu peux te permettre d'être poussif et de faire de la prospection un peu forte, c'est LinkedIn, quoi. On est là Bah, pour ça, quoi. complètement. On est là pour des Complètement. collabs, on est là pour vendre des trucs, quoi. LinkedIn, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est que LinkedIn, c'est le seul endroit où tes clients te cherchent déjà, mais ils savent Mmh. juste pas encore que tu existes. Et c'est à toi de te montrer, c'est tout. Ah ouais, 100. 100. Une fois que tu as acquis un peu de visibilité, tu as juste à monétiser ton audience. Ça te permet de grave avancer et de, bah, monter des business, hein. On Mmh, peut complètement. vraiment tourner qu'avec LinkedIn, quoi.
Mmh. Hem, Carrément. je rebondis un peu sur ce que tu as dit sur Dis-moi. c'est une type de personnalité et de persona qui ont pas d'argent, qui sont très butés et alors petit conseil à tous les devs qui nous regardent, tous les gens qui, font du SEO, du graphisme, du du branding, du conseil, les petits artisans, les boulangers, ce genre de choses, des gens qui voilà, c'est compliqué pour eux, ils sont pas trop digitalisés. N'y allez pas les gars, n'y allez pas, Ça fait vraiment, peur. vous allez vous casser les dents. Le gars, tu lui proposes une refonte de son site web ou de son CRM pour 4 000 balles, c'est tu le tues et toi, tu as du mal à manger, quoi. Donc Ce qui est intéressant, par contre, à contrario, et c'est un peu ce que j'ai fait moi, bah, ça pareil, je pense qu'on en reparlera par la suite du côté de LinkedIn, mais j'ai reproduit le même schéma, que je te disais en off. C'est que j'ai offert pareil des prestations, à OK. ce type de personnes et ça marche quand même bien parce que même s'ils te payent pas pour la prestation de base que toi tu aurais aimé leur vendre, ils sont plus enclins par la suite, à te faire confiance, peut-être sur des petits détails, ce sera des petits devis, mais c'est toujours ça et toi, ça te permet, quand tu es jeune, par exemple, moi, quand je faisais ça, j'étais à peine majeur ou encore, je sais même plus Mmh. et ça te permet, toi, d'acquérir de l'expérience parce que tu vas leur produire quelque chose que eux ils vont aimer et ils vont s'en servir. Alors même si tu ne l'as pas monétisé, ça te fait toujours ça, ça te fait un portfolio et après bon, c'est sûr, quand, tu as un loyer à payer, une famille à nourrir, tu vas pas t'amuser à offrir des trucs, mais quand tu te lances, c'est quand même une bonne chose. Ouais, ouais, non, 100 quand tu lances une activité, au début, tu as du temps et tu pas d'oseille. Troque ton temps, quitte à ce que ça rapporte peut-être un peu d'oseille, fais des trucs gratuits, monte en compétences. Alors pour le dev, attention, j'évite de conseiller aux gens de faire des trucs gratuits. Mais bon, si vous êtes vraiment nul, c'est vos premiers clients, faites-les gratos, on s'en fout. Mon business, je l'ai lancé, les 3 premières personnes que j'ai accompagnées, c'était gratuitement. C'est normal pour un monter en compétences, 2 mettre en place des process, 3 comprendre comment est-ce qu'on gère des clients, 4 vous faire un portfolio, que vous fassiez vos premiers items, vos premières choses gratuites. Carrément. Complètement. C'est quoi un peu ce qui t'a, heu, là où tu as débranché le cerveau, tu t'es dit: «OK, je vais hard focus LinkedIn parce que là vraiment il y a quelque chose à faire»? Bah, en fait, déjà, il faut savoir comment j'ai débarqué sur LinkedIn. Ça, c'est important. C'est que, comme je te disais, du coup, j'ai eu des problèmes avec ma mère et je me suis fait sortir de chez moi et du coup, bonjour les factures, les loyers et tout ça. Et sauf que j'avais pas d'oseille du tout, mais j'avais vraiment rien. J'avais 1 600 de côté, mais bon, c'est parti pour le premier mois, quoi. Donc plus rien. Comme tout jeune qui cherche à faire de l'argent, tu vas sur YouTube ou sur TikTok, tu cherches comment faire de l'argent rapidement. Bon, moi, le dropshipping, tout ça, ça m'a jamais intéressé. Mais je savais que j'avais un truc que je pouvais monétiser, c'était le graphisme. La question, c'est de savoir comment. Et en regardant des vidéos, j'ai découvert LinkedIn et au début, je me suis lancé pour les mauvaises raisons. Je voyais tous là qui arrivaient à faire de l'argent, soi-disant automatisant leur création de contenu, prospection, acquisition, nana. J'ai voulu refaire pareil, j'ai juste perdu mon temps. Pendant 6 mois, j'ai posté tous les jours, hein, mais tous les jours pendant 6 mois et j'ai rien eu, peut-être 5 likes tout au plus. Et je voyais les autres grossir autour de moi parce que je suivais quand même des vrais créateurs à côté de ça, mais dans l'ombre. Et ça aussi, c'est une belle erreur, peut-être qu'on en reviendra par la suite, mais il faut se montrer sur LinkedIn. Et moi, je les Mmh. suivais dans l'ombre. J'enregistrais leurs posts, j'étais grave OK avec ce qu'ils disaient et cetera. Moi-même, je me disais dans ma tête je faisais ma réponse, mais dans ma tête, je l'écrivais pas. Et bref, et en fait, un jour, je me suis dit: «Non, mais lui, quand moi je suis arrivé, il avait, je sais pas, 1 000 abonnés, aujourd'hui, il en a 5 000 et moi, j'ai toujours pas bougé, j'ai même pas encore atteint les 900. Mmh. Il est où le problème?» Et j'ai tout revu, j'ai tout revu, ma création de contenu et cetera, mes offres et en fait, j'ai découvert que sur LinkedIn, il y avait du graphisme et ça, à l'époque, quand moi je me suis lancé, j'avais pas fouillé LinkedIn. Comme dit, je suis arrivé, j'ai fait ma propre bannière, ma photo et j'ai commencé mes posts, mais c'est tout. En fait, j'ai regardé chez les autres et il y en a beaucoup qui avaient des bannières dégueulasses, mais à côté, il y en a d'autres qui avaient des bannières de ouf et je me suis dit: «Mais attends, c'est comme sur YouTube finalement» et du coup, j'ai commencé pareil, bah, à proposer des bannières gratuitement et ça a grave plu. J'en ai fait des projets fictifs que j'ai pu, publier dans ma création de contenu. Pareil, ça a grave pris et c'est là où je me suis dit: «Bah, trop bien, en fait, je vais monétiser ça» et voilà et c'est la meilleure décision de ma vie, je pense. Bah, ouais, clairement, clairement, clairement. Et puis surtout,
Quand tu vois, si tu prends le Thomas de l'époque qui se dit: «OK, je vais offrir gratuitement la bannière à ce mec», est-ce que les impacts que ça a eu dans ta vie pour le temps que ça t'a coûté à l'époque, tu vois, ça a dû peut-être te prendre, allez, 4 heures, 3 heures par Ouais, c'est bannière, ça. enfin par profil, pour refaire des profils entiers, tu vois. Les impacts de ce que ça t'a débloqué derrière, je pense que là où je veux en venir, c'est qu'en fait, je pense que on néglige un peu les impacts d'actions qui nous paraissent coûteuses à l'époque, ce que ça a sur 2, 3 ans plus tard. Enfin, on se rend bien compte que si tu décides pas de contacter ce mec et de lui dire vas-y, je te fais ta bannière, t'es jamais à ce point-là, quoi. Ouais, tu restes bloqué et en fait, faut pas avoir peur, honnêtement, hein. Moi, je me regarde aujourd'hui et je me regarde hier quand je lui ai proposé la bannière. Le mois d'aujourd'hui, il me dit: «Mais comment t'as osé lui faire ça gratuitement alors que toi-même t'étais dans la merde et tu savais pas ce que t'allais manger ce soir et tu lui as quand même offert ça?» Et des fois, je me dis: «Mais t'es complètement fou». Mais au final, c'est pareil, c'est la meilleure décision de ma vie parce que, Mm, moi, pour le coup, bon, l'impact, il a été vraiment la semaine suivante. Parce que, mm. bah, tu connais sûrement Louis Delus ou Deslus, je sais pas comment on le prononce, Ça me mais parle pas. c'est un top voice sur LinkedIn Ok. et bah, du coup, je l'ai DM, je lui ai proposé une refonte, je lui ai dit: «Écoute, ta bannière, elle est cool et tout, mais j'aimerais bien, essayer de la refaire gratos et tout» et il a je dis: «Oui» et il m'a même donné deux trois directives, je crois, à l'époque et moi, du coup, j'ai refait sa bannière, j'en ai fait un post, le post a complètement marché. Moi qui faisais pas 5 likes, là, j'avais dépassé les 100 likes, j'étais comme un ouf Des doubles et saltos arrière. vraiment, bah, à 2 doigts. Et la semaine d'après encore, donc j'avais fait ce premier post où j'avais juste montré la refonte et la semaine d'après, je me suis dit: j'ai fait la truc gratuitement, mais je l'ai fait à un type. Si je montre comment je l'ai fait gratuitement à ce type-là, si je le montre comment le reproduire pour que tout le monde puisse le faire gratuitement à leur tour. Et là, Mm. j'ai fait un tuto de A à Z de comment j'ai fait la bannière. Et là, j'ai eu 100 000 vues sur mon post, 1000 likes. J'ai pris en un mois et demi, j'ai pris 2000 abonnés, je crois, sur LinkedIn. Eh ouais. Et c'est vraiment là où je me suis dit, ah, ok, il faut que je pousse le truc à fond. C'est bien, t'as Donc, capté, ouais, t'as testé des choses, il s'est passé un truc, et là, t'as activé le mode et tu t'es dit, OK, c'est ça. on tire le levier et depuis, t'as jamais arrêté. C'est ça, c'est ça. Et des choses, j'en ai testé, hein. Il n'y a pas de si tu testes et t'échoues, t'arrêtes. Tu testes, t'échoues, tu retestes, t'échoues, t'apprends et tu trouveras le truc au bout. Ouais. Ah, totalement. Totalement, totalement. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est un process que tu recommanderais à quelqu'un qui débute dans le graphisme à l'heure actuelle de faire ça? Complètement, complètement. Au-delà de LinkedIn, n'importe quel réseau ou même, comme dit sur même des refontes, d'identité visuelle, de logos et cetera. Il y en a beaucoup qui sont contre, bah, toi aussi par exemple dans le domaine du dev où tu es contre Mm. la gratuité et je peux le comprendre. Je comprends certaines personnes, mais je pense quand même, du moins dans le graphisme, parce que il y a des petites tâches à faire que tu peux faire gratuitement. Ouais, c'est ça. Après, c'est Si c'est sûr, faut petit, tu peux. pas Si c'est c'est ça. gros, il faut pas le faire, hein. Faut pas offrir le travail d'une vie non plus. Mais par exemple, une bannière, comme tu dis, je vais perdre peut-être 3 4 heures dans ma journée, mais les retombées derrière sont folles. Peut-être que dev un site web, ça va te prendre un mois. Là, non, tu vas juste perdre un mois de ta vie. Ouais, Si c'est tu as clair. des factures et tout, faut pas faire ça. Mais dans le monde du graphisme, je pense qu'il y a plein de petites tâches. Je sais pas, tu vises un restaurant, tu refais juste sa carte, t'as tout gagné. Si le gars il kiffe sa carte, il va te faire confiance, il va dire ah bah il y a ma carte de visite aussi, il y a mes menus, ah il y a peut-être mon logo, mes couleurs, nanani nanana et de fil en aiguille, tu vas refaire toute son identité. Donc ouais complètement. Comment tu conseillerais un jeune qui a 18 piges, il a une petite compétence pour le graphisme, mais il sait pas trop quoi faire, comment se lancer. Est-ce que tu aurais un 10 step ou un 5 step pour arriver à te lancer dans le graphisme? Ouais bah déjà le premier step c'est de faire des projets fictifs. Que ce soit des projets fictifs où tu prends une entreprise et tu la refais, ou bah, il y a un youtubeur qui s'appelle Ballo, qui a un groupe Discord où toutes les semaines il propose des projets fictifs justement, des refontes et en plus à chaque fois c'est le gagnant de la semaine
précédentes qui donnent le brief du prochain sujet. Donc ça, c'est méga intéressant parce que du coup, tu touches à tout. Tu peux faire des logos pour, des avocats, des restaurants, des marques de SketchUp et cetera. Donc c'est vraiment génial et ça, pour le coup, ça te construit un vrai portfolio et même si c'est des projets fictifs, tu vas montrer ton expertise. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je montrais que des projets fictifs parce que, bah, j'avais aucun vrai projet et pourtant on m'a quand même fait confiance et j'ai même continué à montrer mes projets fictifs alors que j'avais des vrais projets clients. Parce que les Mmh. projets fictifs, tu es libre. Tu peux vraiment montrer ton expertise, ta patte, tu peux vraiment faire ce que tu veux et pour moi, il y a rien de mieux. Donc ouais, OK. ça c'est le step 2. Après le step 3, pareil, tu tu d'offrir comme dit des choses, heu après, le fait, je pense que le step 3, il y a 2 manières du step 3. Il y a soit tu vas directement voir des petites entreprises, tu leur proposes une refonte d'un truc, plus ou moins gratuitement et tu vois ce que ça donne. Ou il y a le step 3, tu te mets sur les réseaux et ça aussi, je pense que c'est un créneau à prendre, que ce soit LinkedIn, Insta, TikTok, il y a de tout partout maintenant. Mais c'est vraiment un créneau à prendre parce que là, c'est gratuit, par contre, c'est complètement gratuit. Tu crées ton contenu et tu montres ton expertise. Du coup, je pense que c'est pour ça que le step 3, il y a 2 manières différentes de le faire, parce que tu peux atteindre les mêmes résultats, que ce soit en donnant à quelqu'un, qu'en créant du contenu, parce que là, tu vas toucher beaucoup plus de monde et si tu gères bien ton contenu, tu vas donner autant que tu aurais donné à une personne, mais à plusieurs personnes et c'est là que c'est très, très fort et après tu monétises, tout simplement. Comment tu comment tu gères la limite entre, je donne des je donne un peu les clés un peu de comment est-ce que tu fais les choses et heu et je garde un peu, tu vois, je gatekeep un peu Ouais pour moi et et ça, c'est tu vois, intéressant. C'est c'est un peu intéressant intéressant parce ça. que actuellement, pour être tout à fait transparent, je suis suivi par un coach là-dessus justement, parce qu'on s'est OK. rendu compte que je donnais beaucoup trop moi pour le coup. Donc J'ai un peu l'impression. je donnais beaucoup trop, mais là les conseils que je donne, c'est quand tu te lances. Après bien sûr, quand tu as réussi à monétiser tes premiers clients, faut que tu arrêtes de donner parce qu'une fois que l'un t'a fait confiance, l'autre te fera confiance si tu gères Ouais, bien bien. sûr. Donc tu commences gratuitement, c'est sûr, mais dès que tu arrives à monétiser ne serait-ce qu'un peu, tu continues de monétiser et puis tu montes au fur et à mesure. Mais la limite en fait, c'est ce que je suis en train d'apprendre, hein, ce que je donne, c'est faut donner, le qui, le quoi et Mais pas pas le le comment. comment. Mmh. On est bien d'accord. Et par exemple sur LinkedIn, je prends l'exemple d'une bannière, quand je suis en call avec un prospect par exemple, je vais lui dire qu'est-ce qu'il doit mettre, Mmh. potentiellement, heu, comment, mais pas avec quoi. Et c'est subtil et c'est pour ça que moi-même je suis C'est en très train de me subtil, hein? former là-dessus parce que je faisais beaucoup l'erreur Mmh. de tout donner et j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients comme ça, enfin de leads du moins. Mais donc je sais pas encore trop comment, dire où s'arrêter parce que je suis moi-même en train de me former Mmh. là-dessus. Mais je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, quand tu te lances, il y a pas de limite. Faut vraiment juste que tu donnes tout ce que tu Ouais, bien peux sûr. et à partir du moment où, comme dit, tu as réussi à monétiser ne serait-ce qu'un peu, bah, tu continues sur cette lancée. C'est intéressant, qu'on aborde ce point-là parce que c'est aussi quelque chose que je rencontre. C'est-à-dire que je te donne, tu prends un appel de conseil avec moi de 30 minutes, je vais te donner une full roadmap et souvent les gens ils vont dire: «Ouais, mais comment je fais ça? Comment je fais ça?» Ouais, mais en fait, si je te dis le comment, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a plus de business derrière. Tu prends ton tu prends tes conseils à emporter, moi je vais dormir et je vais me chercher un nouvel appartement un peu plus petit parce que je pourrais pas le payer, quoi. Donc ouais, non, c'est intéressant parce que, souvent, moi j'essaie de donner un maximum, j'essaie surtout de donner aux gens qui sont où je sens qu'il y a il y a une détresse, tu vois? Ça me touche beaucoup les gens qui Ouais. sont dans des détresses financières, dans des détresses psychologiques où tu sens que le mec, putain, il est à ça d'aller reprendre un taf dans une usine et empiler des palettes. Vas-y, je te donne ce que je peux. T'as 30 minutes là, vas-y, assieds-toi, prends des notes, ça va aller vite. Ça va être condensé là. Vraiment, prépare-toi. Mais, mais ouais, tout ce qui est des gens qui ont les moyens, qui ont les moyens de se payer quelque chose, mais préfèrent par sécurité ne pas se l'offrir. Je préfère gatekeep un petit peu, leur donner. Et c'est Vas-y, aussi dis-moi. un travail compliqué à faire de différencier une certaine typologie de personnes d'une autre. Parce que comme tu dis, il y a des gens pareils, je peux tout leur donner parce que je sais que soit
ils ont toute façon pas l'argent pour partir avec mes services C'est et ça. qui sont dans une réelle détresse. Encore la semaine dernière, j'étais en call avec une fille où j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais lui donner parce que je la voyais pareil, typiquement pareil, hein, elle se posait la question de repartir en CDI parce qu'elle arrivait plus. En plus, elle avait changé de business et tout. Enfin, c'était compliqué et tu vois, c'est le genre de personne où faut que tu arrives à comprendre que si tu leur donnes aujourd'hui, même si elle part pas avec toi maintenant, peut-être que dans quelques mois, quand elle aura réussi à sortir un petit peu sa tête de l'eau, qu'elle aura vu qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'elle va revenir vers toi et c'est même sûr, parce que moi Ouais. aujourd'hui les 3 quarts des gens, bah, comme dire à qui j'ai donné ou à qui j'ai aidé, complètement gratuitement, soit ils m'envoient des clients, soit eux Mmh. viennent même pour de Pour des nouveaux refontes, services. ouais. Donc donc ouais, c'est quand même un travail compliqué de différencier, ces 2 types de personnes comme tu le dis, ouais. Ouais, clairement. Franchement, ouais. Clairement, clairement. Heu, pour repartir un peu sur LinkedIn, est-ce que tu as une vision un peu de comment monétiser ton audience? Comment passer de tu vois, on est beaucoup dans la course au reach, dans la course au like, de se dire: Mmh. «OK, j'ai fait tant», mais je connais beaucoup de mecs, ils ont des likes et des reach bien plus élevés que les miens et ils font pas 1 euro, tu vois? Comment est-ce que Ouais, tu as une complet. idée de monétiser ton audience? Bah, en fait, moi, déjà, c'est assez simple parce que je produis quand même des services qui sont destinés à LinkedIn. Mais je Ouais. le vois, par exemple, chez mes clients, faut arrêter avec cette histoire de reach et de like. Surtout que là, en plus, il y a eu une mise à jour où le reach, même le mien, a été divisé par 3 voire 4. J'ai pas les Ouais, stats facile, ouais. exactes, mais je suis passé de de 300 likes par post à là, si j'arrive à dépasser les 50, je suis content. Mmh. Mais à côté de ça, j'ai jamais eu autant de clients et mon business n'a jamais autant bien marché. Parce que, bah, le reach est beaucoup plus concentré maintenant sur ta cible et Mmh. c'est ça aussi ton travail aujourd'hui maintenant, c'est de réussir à bien parler à ta cible, à la comprendre et en fait, je pense qu'il y a tout un travail à faire avant même de commencer à publier, de compréhension, de comprendre à qui tu veux parler, de comprendre leurs problèmes, comment leur parler, hem parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir monétiser ton audience. Parce que tu auras beau faire des sujets, putaclic ou, des sujets par exemple, là, il y a eu le starter pack là, de Ouais. l'IA où on a revu partout, où je deviens fou avec ce truc. Mais les Mmh. gens, à chaque fois, ils font 100 likes, ils sont contents, 150, 200, des reach de ouf. Pour eux, ils sont là: «Je suis devenu riche et tout». Ça t'apporte rien, ça t'apporte rien. Moi, Mmh. aujourd'hui, je fais des posts, 20 likes, mais derrière, je vais signer 3 clients parce que j'aurais touché sa problématique profonde et Mmh. j'aurais résolu l'un de ses problèmes avec ce post-là. Donc ce qu'il faut faire dans ta création de contenu, déjà, c'est être authentique. Ça, c'est important. C'est d'être toi et de toute façon, ça va se ressentir quand surtout aujourd'hui, du coup, avec cette mise à jour, quand tu parles avec un ton de voix qui n'est pas le tien, aussi cool soit-il le ton de voix, hein, mais si c'est pas toi, ça se ressentira parce que on va avoir tes premiers retours clients et on va vite voir que, bah, ça se passe pas pareil que dans tes posts et du coup, ça va dégringoler. Même si tu vas avoir un gros pic, 5 000 € le premier mois parce que tu auras fait des posts qui ont buzzé et cetera. Les retours clients derrière, ils vont juste te faire sombrer. Donc faut vraiment que Mmh. tu sois authentique dans ta communication pour que tu attires ta cible, des gens qui te ressemblent. On en parlait de toute façon avant. Hem Et après, faut être régulier, c'est super important et Ouais. par régularité, j'entends pas des posts tous les jours. Ça peut être que 3 fois par semaine, voire 2 fois. Après, c'est sûr qu'une fois, ça commence à être compliqué parce que Mmh. tu peux pas rentrer dans la tête des gens. Mais 3 fois par semaine, je pense que c'est très bien pour commencer. Tu fais tout bête, un lundi, mardi, vendredi. Comme ça, tu as un jour de pause à chaque fois et au fur et à mesure, tu te rendras vite compte que si tu communiques bien, que tu es régulier, que tu as compris ta cible, ça va se monétiser tout seul. Après, il y a un truc, que les gens font, c'est ils ont pas de ligne éditoriale, ils ont pas de stratégie de communication et Ouais, du coup, ils se retrouvent à avoir des cibles trop disparates, tu vois? Ils se retrouvent à avoir à la fois des mecs en CDI, des entrepreneurs, des étudiants qui cherchent leur premier job et en fait, tu peux pas parler à tant de personnes à la fois parce que tu peux pas avoir un message qui va toucher tout le monde. c'est sûr. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sa cible. Hem et je me suis perdu dans la discussion. Non, non, mais en fait, voilà, le truc, c'était de dire, retravailler sa cible à fond, aller se Oui, focus vraiment sur, parler à un type de personnes et à des personnes qui peuvent, bah, nous apporter du business et avec qui on peut créer du lien, quoi.
Oui, complètement, complètement, oui. C'est pour ça que je parle aussi d'authenticité parce que tout se joue par là finalement et il y en a beaucoup au début, bah, comme tu dis du coup qui parlent un peu à beaucoup de monde, des gens en CDI, des gens que des nouveaux entrepreneurs, des étudiants et cetera. Mais finalement, moi je suis assez partisan du ne pas s'ultra cibler OK, et intéressant. j'en faisais un post justement il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, parce que j'entends beaucoup et je pense que c'est aussi ce que tu mets en place avec tes coachés, c'est de l'ultra cible. Et je Ouais. pense que c'est pertinent, honnêtement, dans certains domaines. Je vois avec mes clients, pareil, je vais leur conseiller de s'ultra cibler parce qu'ils sont dans un domaine où il faut. Bah, par Mmh. exemple, mes clients qui sont dans le code et cetera. Donc ça, oui, complètement. Mais il y a des domaines où je pense que c'est pas mal de toucher un peu à tout. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une communication ultra ouverte. Je parle Mmh. à des étudiants, Oui, je parle à des entrepreneurs, je parle à des gens dans le salariat. ouais, Et ça me 100. va très bien parce que mes services font que je peux toucher n'importe quelle cible. Moi, des clients aujourd'hui, j'ai l'étudiant qui recherche son alternance, j'ai, le salarié qui cherche un nouveau poste, j'ai Mmh. le gars qui se lance dans l'entrepreneuriat. À côté de ça, j'ai l'agence, qui intervient, sur, les JO et cetera. Donc j'ai vraiment de tout, et je pense que ça dépend de chaque domaine et c'est aussi un gros travail à faire là-dessus. J'ai pas forcément de conseils sur quel domaine doit s'ultra cibler ou pas, Non, il y en a pas, c'est mais trop compliqué de prendre ce genre de décision-là. De toute façon, c'est très lié à ton business, c'est très lié à la façon dont tu vas, construire ton offre. Est-ce que c'est une offre qui peut être vendue à plus de personnes ou est-ce que le niveau de pain que tu proposes, il est optimal que sur une cible, tu vois? Genre si je propose de la remise en forme, ben en fait, pour un jeune de 20 piges, de la remise en forme, le ouais, gars, il a un taux de testostérone qui explose le ciel. Enfin, tu vois, c'est pour des mecs entre 35 et 50 balais ou de la remise en forme, là, ça commence à péter. Donc voilà, je pense que le fin mot de est-ce que je dois vendre à quelqu'un ou parler à quelqu'un, c'est est-ce qu'il y a une douleur forte chez la personne? Est-ce que le gars, il a des fonds pour acheter oui, aussi? important ça. Voilà. Et est-ce que ce que je peux délivrer, ça vaut le prix que ce que je suis en train de vendre, tu vois? Ouais, ouais, Heu, complètement. donc voilà, une fois que tu as trouvé tout ça, je pense que tu peux construire une offre qui soit assez ciblée ou qui soit, tu vois, et j'aimerais qu'on revienne sur un truc. Tu dis que tu es pas ultra ciblé, mais si tu l'es. Parce qu'en fait, tu es ultra ciblé pas sur le type de persona, mais sur le type de produit que tu vends. Comment ça? C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu vends de la refonte graphique, tu vends de la refonte de profil, tu vends de la direction artistique, mais tu sors pas du tout de ce carcan-là. Ouais, ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, oui, mais en fait, moi, ce que j'entends par ultra ciblé, c'est vraiment, Michel, 42 ans, 2 enfants Ouais, et cetera et cetera et ouais, ça, il y en t'as un a beaucoup. persona. Il y en a beaucoup qui le prônent aujourd'hui. Après oui, c'est vrai que en fait, je suis ciblé, mais je pense pas être ultra ciblé non plus. Je pense que c'est juste mon offre, qui Mmh, est je pense peut-être, on va dire mon offre d'entrée qui est ultra ciblée mmh. parce que c'est vraiment de la refonte de profil sur LinkedIn et pas ailleurs, ça c'est sûr. Mais derrière, s'il a besoin d'un truc, pour YouTube ou pour Insta ou pour, même son logo ou quoi, c'est quelque chose que je vais aussi lui proposer. Mais c'est sûr que mon offre d'entrée, oui, je peux l'entendre, c'est ultra ciblé. Je comprends. Je comprends, je comprends. Hem, J'aimerais qu'on revienne un peu sur la partie, LinkedIn et sur, est-ce que tu as des red flags sur LinkedIn à nous partager? Je sais que tu as popularisé un peu le carton jaune et le carton rouge Ouais, tu vu. et du coup, je trouve que c'est un super concept. J'aime beaucoup le Trop roast bien. de profil et tout, c'est vraiment quelque chose qui marche. Si vous connaissez pas, allez voir sur son profil, c'est super cool. Il prend des profils qui ont rien demandé et ils se prennent des grandes tartes dans la tête. Des grands cartons rouges. Des grands cartons rouges. Non, non, c'est très, très, très cool. Est-ce que du coup, tu as un peu une liste de red flags? Allez, si tu devais me faire une petite liste de red flags sur LinkedIn quand tu vois un profil. Ouais, bah, ça commence par la bannière. La bannière, faut vraiment se concentrer sur 3 objectifs. C'est nous Ok, dire ce que tu fais, nous rediriger et nous mettre en confiance. Et il y en a beaucoup trop qui veulent trop en dire ou pas assez. Il y en a, ils vont mettre, média buyer. OK, c'est cool. ok, mec. Et donc, sauf que derrière nous, OK, tu média buyer, mais vous êtes 72, là, rien qu'aujourd'hui sur LinkedIn, dans mon feed. Tu m'apportes rien. Donc déjà, il faut que tu
t'apporte quelque chose dans ta proposition de valeur. Et bah, ça, on en a discuté nous justement sur ta refonte, c'est de pas non plus être trop prometteur. Promettre, 100. bon toi c'est ce que tu avais du coup, mais 8 000 € en 3 mois par exemple, c'est des choses aujourd'hui qui sont vouées à disparaître. Et ça par exemple, je pense que ça fait partie des red flags. Quand je vois que ce soit mes clients ou quand je vois les gros profils qui abordaient ce type de promesses à l'époque, ils se Mmh. sont tous calmés et c'est tous Tous. maintenant, ils laissent paraître un résultat mais sans le Mmh. promettre parce que, bah, ne serait-ce que pour lui, hein, s'il arrive pas à faire en sorte que son client, il ait les résultats, bah, pour lui Légalement, c'est il est dedans, ouais. carrément, carrément donc et même quand on voit ça aujourd'hui, on crée au bullshit et je sais pas, tu arrives sur une bannière, le gars il te promet, 10 000 € en 3 mois par exemple, Mmh. tu fuis aujourd'hui. Donc ça, je pense que ça fait partie des red flags. Après, comme dit du coup dans les 3 points, il y a rediriger. Donc ça, c'est tout simple, c'est le call to action pour, prise de rendez-vous, nous dire qu'il y a une ressource de disponible. C'est vraiment nous rediriger parce qu'on est bête et méchant. Si on arrive sur ton profil, je sais pas, même si tu as une promesse, super parlante, si tu nous dis pas de faire une chose, on la fera pas. Et c'est inconscient, c'est le cerveau humain, hein. C'est pour ça qu'on met des flèches partout, depuis toujours, même sur les miniatures C'est YouTube. vrai. Quand j'étais tout jeune, je mettais mes flèches partout. Ouais. T'es obligé. L'humain est bête et méchant, il va suivre la flèche. Donc faut mettre des call to action, faut rediriger. Et pour le troisième point de la confiance, bah ça c'est ta preuve sociale. Et ça j'ai beaucoup la question aussi, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. C'est comment mettre de la preuve sociale quand on débute. Mmh. Comme je te disais, tu offres, tu cherches gratuitement ou même, moi ce que j'ai fait aussi au début par exemple, c'est des audits gratuits. Et ça marche OK. bien aussi. Parce que toi, peut-être tu prends 30 minutes, 1 heure selon l'audit si c'est vraiment complet. Ouais. Mais tu produis rien. Et tu vas juste lui donner les clés, tu vas lui dire ce qui va pas et tu vas lui dire que toi, tu peux l'aider à la fin. Et même s'il part pas avec toi, tu vas lui ouvrir, les yeux sur certains problèmes et Mmh. ne serait-ce que pour ça, il te sera redevable et si tu lui demandes une recommandation, il va jamais refuser parce que tu lui as apporté de la valeur gratuitement. Et une fois que tu as ces recommandations, alors après, il faut pas mentir. Faut pas mettre en bannière, «J'ai eu 10 clients» alors que dans les 10 clients, il y a 6 C'est recommandations. clair. Faut vraiment que tu sois clair. Tu mets, bah, les photos de profil, de ces recommandations, mais tu mets bien, 10 recommandations et tu mets pas 10 clients parce que si tu mens après et du coup, ça te fait de la preuve sociale parce que même si ce n'est que des recommandations, c'est que quand même les gens ont vu chez toi de la Ouais, valeur quelque chose, ouais. Ils ont accepté de et travailler avec c'est toi. ça, c'est ça. Donc voilà et puis après pour pas pour pas parler pendant 10 ans, je pense le plus gros red flag, sur LinkedIn aujourd'hui, c'est la partie sélection. OK. Quand tu as pas ta sélection d'activée, c'est des dizaines et des dizaines de leads qui disparaissent chaque jour parce que, Mmh. encore une fois, tu peux pas les rediriger sans ta sélection. Tu as le lien en bio, mais bien souvent, on va vite scroll. Une fois qu'on a vu, ta bannière, on va descendre pour voir ce que tu proposes Mmh. et le lien en bio, bien souvent, il est pas trop vu. Et c'est pour ça que la sélection, c'est important et parce que tu peux jouer déjà avec le visuel, Ouais. tu peux nous dire ce qu'on va obtenir derrière en cliquant et ça, c'est juste fou. C'est comme sur un site web, je prends mon rendez-vous avec la petite Mmh. pastille rouge là qu'on voit sur certains sites web, ça, c'est juste fou. C'est pareil sur LinkedIn, il faut que tu nous rediriges avec, des belles vignettes, dans une belle identité qui nous donne envie de cliquer. D'ailleurs, si vous avez une identité de merde, n'hésitez pas à aller parler au monsieur qui est juste là. Voilà, je vous Complètement. mettrai le lien en description, vous inquiétez pas. J'ai une petite question, c'est peut-être personnel, mais je me posais la question, tout à l'heure. J'étais en appel avec un coaché et je lui disais, enfin, il avait pas de lien, il avait pas de bouton, il avait pas de lien et on hésitait entre mettre le bouton et Ouais. mettre le lien, tu vois? Et en fait, je trouve que le bouton, on le voit pas tant que ça. Et bah, exactement, exactement. J'ai vraiment la même chose, et en plus, c'est con parce que c'est une fonctionnalité premium. Tu dois Bah payer ouais, pour mettre ce clairement, bouton, c'est ça. donc tu t'attends à un truc de ouf. Mais finalement, non, parce qu'en plus, tu peux même pas mettre un texte que toi tu veux. C'est juste, Mais soit, ouais, prendre prendre rendez-vous ou aller rendez-vous. sur mon site web, un truc comme ça. Alors que le lien en bio, tu peux mettre un emoji qui pète bien, qu'on voit bien, tu peux mettre une petite phrase. Donc non, moi, je priorise quand même le lien de base et pas le OK, bouton. ouais, je crois que j'ai le bouton, il va falloir que je le change. Ouais, bah, en plus, ce qui est fou, c'est que même toi, tu t'en es rendu compte qu'au final, qu'on Ouais, te ouais, taguait pas ouais. tant que ça, donc Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hem,
Bah, écoute, trop bien, merci pour ces conseils. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on aille sur un sujet qui me tient pas mal à cœur. C'est un peu la vision du métier et de l'impact de l'IA un peu sur ton métier de graphiste. J'ai La question. posé, ouais, j'ai beaucoup posé ces questions à des mecs qui étaient dans la tech, qui étaient dans la partie product, tu vois, des gens qui étaient vraiment pas trop touchés par ça. Enfin, si, ils sont extrêmement touchés, mais là, on parle beaucoup du graphisme, on parle beaucoup de la génération IA. Donc voilà, je voulais avoir ton point de vue un peu en tant que graphiste. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton métier avec la montée en puissance de cette IA-là? Moi, ça me fait pas peur dans le sens où, je pense qu'il faut s'en allier de l'IA. Moi, aujourd'hui, je m'en sers pas tellement, mais j'essaye de me former dessus justement pour commencer à l'utiliser, parce que c'est juste fou ce que tu peux faire avec, hein, là-dessus, il y a pas de secret. Mais de là à ce qu'elle nous remplace, honnêtement, je pense jamais, dans le sens où même si tu lui donnes tous les codes que tu as fait, je sais pas, un persona de ta cible et cetera, pour avoir une identité visuelle derrière, même si tu lui donnes tous les codes, elle peut te faire un truc correct que tu vas pouvoir réutiliser et cetera, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu vas avoir un truc que l'humain va comprendre? Ça, c'est une autre question, je pense. Parce que, bah, même moi, j'ai fait des tests, hein, je lui ai demandé de me faire, des visuels de post pour LinkedIn ou quoi, juste pour voir le rendu et j'étais pas Ouais. fan du tout. Alors que tu lui donnes toutes les clés, tu lui donnes des exemples et tout et ça te correspond pas réellement, bah, parce que c'est une IA qui comprend pas forcément, ce que l'œil humain recherche, même si tu lui donnes tous les axes et je sais qu'il y en a qui peuvent faire des trucs complètement fous et je sais pertinemment que demain, il y a potentiellement une marque qui va être fait 100 d'IA, que ce soit identité visuelle, que ce soit tout ce qui est derrière, la gestion et cetera. J'en ai aucun doute, mais je pense qu'il y a quand même toujours un humain derrière ça déjà, quoi qu'il arrive. Et après non, j'ai pas vraiment non plus d'avis tranché en mode, «Non, je suis contre, ça détruit notre métier et tout», je pense pas. Je pense que justement, il faut s'en allier et puis j'ai vu un truc l'autre jour aussi, qui un graphiste par exemple, tu prends un graphiste, il utilise l'IA, il va avoir un résultat. Tu prends un novice, même s'il est formé et cetera, toi par exemple demain tu utilises l'IA, tu connais l'IA, tu vas essayer de te faire un logo et cetera. Tu vas le trouver correct, tu vas dire: «OK, c'est bon, je peux l'utiliser, je vais le mettre sur une carte de visite, c'est cool et tout». Mm. Mais ce que l'œil du graphiste va apporter à l'IA, c'est autre chose et je pense Mm. que justement, en fait, les meilleurs graphistes seront ceux enfin des meilleurs. Il y a pas de moins bons graphistes ou quoi, mais Ouais, ouais. les graphistes qui iront plus loin et plus vite, du moins je pense que c'est ceux qui sauront et qui se seront formés avec l'IA. Et je suis assez d'accord. C'est, je suis assez d'accord sur le fait que dans tous les cas, c'est une vague à prendre et si tu la prends pas, tu vas rester à quai. Mais après, je suis vachement. Moi, j'ai pris une claque mi-journée, ça m'a mis un. J'ai pris une vraie claque derrière la nuque, hein, un truc où j'ai capté qu'en fait, on pouvait faire des trucs de fou. Et là, je trouve que même les versions de ChatGPT et tout, c'est quand même très très Oui, oui, puissant. c'est super fort, hein. Ça remplace pas tout le monde, hein. On est bien d'accord qu'il y a toujours besoin de quelqu'un qui vient et qui t'explique quelle est la vision, quel est le design derrière. Mais je sais que moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, euh, en tout cas sur la partie textuelle, j'utilise beaucoup moins sur la partie graphisme. Mais voilà, je sais que j'ai des collègues infopreneurs qui sont partis un peu en guerre contre certains artistes et que ça a fini un peu en bain de sang sur LinkedIn à cause de l'IA. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton point de vue sur ça. Est-ce que t'es craintif? Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer? Il y a un truc qui est en train de se passer et on le voit très bien parce que tout, je vais pas mettre tout le monde dans un même paquet, mais les graphistes en général de plus de 40 piges, ils sont fermés à ça et aujourd'hui tout ce qu'ils savent faire, c'est râler, 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 insulter les autres sous les posts et cetera. Alors que juste s'ils se formaient ne serait-ce que quelques heures par jour, par semaine sur l'outil, Mm, eux-mêmes changeraient d'idée et comprendraient la force du truc et se diraient: «OK, non, c'est pas mon ennemi, mais c'est mon allié». Donc moi, je suis pas mm, craintif. Moi, ce qui me fait juste peur, par contre, c'est de pas réussir à me former dessus et de rater la ok, vague. ok. Mais et en parlant de vague, d'ailleurs, je pense aussi c'est intéressant, c'est que faut faire aussi attention à ne pas tomber dans une trend. Je sais pas trop comment dire ça, mais aujourd'hui, l'IA, j'ai l'impression que c'est plus une trend
autre chose. OK. Dans le sens où dès qu'il y a un nouveau truc qui sort sur une IA, bah, là, on l'a vu avec le starter pack là, on l'a vu partout. Je me connecte sur Insta, Ghibli, Starter Pack. c'est juste fou et je pense que c'est aussi ça à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut se servir de l'IA, mais il faut bien s'en servir et il faut pas juste recopier. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est, tu sais, c'est un peu je fais un peu le parallèle avec la blockchain. Moi, j'étais dans la crypto, hein, ça fait un moment que je suis dans la crypto et que j'ai travaillé dans ça. Bref, j'ai vu pas mal de trends et en 2021, on était vraiment dans une phase, très, bac à sable, tu vois? On essayait tout et n'importe quoi. C'était la jungle, vraiment, on faisait tout et n'importe quoi. Et il y avait un peu ça, tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un sortait un nouveau concept, un nouveau truc et après t'avais un ça florissait de partout et t'avais plein de gens qui recréaient les mêmes choses, tu vois? Ouais, ouais, Et là, c'est pareil. On avait le premier Ghibli, tout le monde s'est mis à faire du Ghibli. On a eu le premier Starter Pack. Là, il y a des mecs qui font des BD, il y a des mecs qui font des jaquettes PS5 avec des images à eux. Enfin voilà, je pense qu'on est en phase on est vraiment en phase de test, exploration. d'apprentissage, d'exploration, ouais, autour de ça. Et je pense que comme on l'a fait avec le code, on l'a fait avec la création de contenu, l'IA va prendre sa place aussi. Et je pense qu'on trouvera le juste milieu entre faire à la main et faire avec de l'IA et on combinera les 2 pour Ouais, obtenir quelque chose de complètement. cool, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, bah, comme tu dis, c'est une vague comme ce qui s'est passé avec la crypto, c'est que c'était dans les bouches de tout le monde et aujourd'hui, Mmh. on n'en entend plus tellement parler. Enfin bon, sauf quand tu es dans le domaine, je suis sûr que Ouais, toi, tu es voilà, mais entouré que de sinon personnes comme ça, mais je sais pas, moi, il y a 2 ans, je me connectais sur, TikTok, j'avais que ça, que ça, que ça, que ça. Aujourd'hui, j'ai plus rien sur la crypto, mmh. et là, à contrario, j'ai tout sur des starter packs, des Gibi, des machins là. Ouais, Mais dans un mois, il y aura plus tout ça, ça se trouve, on ne parlera même plus de l'IA. Donc comme tu dis, je pense que ça va prendre sa place et ça sera un allié, mais pas un remplaçant, ça c'est sûr. écoute, de toute façon, moi, j'ai tellement pris une claque avec l'IA que je sais pas trop où donner de la tête. Chaque fois que je demande à quelqu'un, tout le monde a des avis différents. Moi, je suis perdu complet si on m'avait dit que les graphistes, que les mecs dans le code prendraient une claque comme ça, je l'aurais jamais cru. Tu me poses la question il y a un an en arrière, je te dis never possible, on est les rois du monde en fait. Que dalle. On n'est pas les rois du monde. Je vous le dis les gars, spoiler alerte, on est très loin d'être les rois du monde. On va se faire manger. Donc Bon, quand même pas, mais non, mais en tout cas sur la partie dev freelance, c'est compliqué. C'est compliqué. faut s'en allier, Ouais, ouais, faut arriver à l'utiliser et à ne pas l'avoir comme un ennemi. C'est vraiment juste tout le travail. ouais, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Si on revient un peu sur toi et sur tes projets un peu qui vont arriver là, on parlait un peu de créer une agence à court moyen terme. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette vision, cette ambition? En fait, c'est venu du fait que là, j'ai trop de clients et que j'arrivais plus à gérer mon temps. Le king, the king is here les gars. C'est fou de m'entendre dire ça, même moi j'ai l'impression d'être un bullshit, mais non. J'ai trop de clients là, je faisais des journées à rallonge, finir à 20h, j'en pouvais plus et donc il y a 2 solutions à ça, c'est soit tu augmentes tes prix et du coup tu prends moins de clients, Mmh. soit tu formes quelqu'un pour lui déléguer, certaines tâches et comme ça toi tu es un peu plus libre, soit tu passes en agence. Bah moi je fais un mix des 3, comme ça il y a pas de chichi, j'ai augmenté mes prix, mais la clientèle n'a pas diminué, elle a augmenté. Du coup, je sais plus quoi faire. Du coup, je suis en train de former là, un gars avec moi, à ma vision entre guillemets, pour que on puisse garder cette même expertise et cette même qualité, envers mes Mmh. clients, parce que ça, c'est vraiment important. Parce que je pourrais très bien aller sur Fiverr, prendre le graphiste du Bénin, qui va me prendre 10 euros pour faire la bannière. Ouais. Mais c'est vraiment pas mon objectif. Moi, je veux quand même garder cette qualité puisque c'est pour ça qu'on m'aime et c'est pour ça qu'on est là, enfin qu'ils sont là. Mmh. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le temps de former quelqu'un là-dessus, et après une fois que j'ai réussi à le former, j'aurai plus de temps pour moi et à ce moment-là, je développerai du coup tout ce qui est agence et la grande question, c'est agence full LinkedIn ou agence sur plusieurs réseaux? Et je pense qu'indéniablement, je vais commencer par l'agence LinkedIn, sauf que j'aurai des demandes pour d'autres réseaux et du coup, bah, je vais me développer Petit sur à d'autres petit. réseaux. Ouais, C'est clairement. ça, comme toujours, j'y vais tête baissée, j'essaye et puis, je ferai en Ouais. fonction des retours.
Ouais, je pense que globalement, c'est une bonne strat, hein. Tu vas te retrouver avec des demandes externes. Tu traites les demandes au cas par cas. Tu sors des process de ces demandes-là de clients. Tu rends du cash en même temps. Et petit à petit, quand tu vois que tu as 20% de TikTok, 80% de LinkedIn, bah, tu dis, OK, j'ouvre la partie TikTok, j'ouvre la partie YouTube, que non, trop bien. Trop cool, très propre. Propre, j'aime beaucoup cette vibe de se dire, OK, viens, on fait des choses, viens, on avance, on teste, on voit ce qui se passe, on avance petit à petit. Trop cool. J'ai toujours fonctionné comme ça, hein. C'est comme ça que je me suis lancé, c'est en essayant. Bon là, pour le coup, j'offrirai plus parce que j'ai plus le temps d'ouvrir, On est mais bien ce sera d'accord. quand même en testant. Trop cool. J'y pense. Il faut absolument que je te parle que je te donne la question du précédent invité. Donc, le Oui, précédent invité, c'était Kevin Dumont, qui nous a fait un petit attentat à la bombe. Donc, je lui dis, on va se calmer quand même, mon cher Kevin. En gros, tu as deux questions. Tu choisis celle à laquelle tu veux répondre. Tu peux répondre aux deux. La première question, qui était un attentat, je lui dis, il t'a demandé du coup, combien tu as fait d'euros ces 2 derniers mois. Je lui dis, bon, calme-toi, Johnny, quand même. On va essayer de, de poser une autre question. Et donc, la deuxième question, c'est combien tu as converti de clients ces 2 derniers mois. C'est un peu moins clair. Tu réponds je à celle que tu veux. peux, je peux répondre aux deux, hein. Moi, comme dit, il y a Ok. aucun tabou. J'en ai toujours parlé, que ce soit sur mes réseaux ou ailleurs. Sur les 2 derniers mois, bah écoute, j'ai les chiffres sous les yeux. En février, j'ai signé exactement 3 000 Ok. et en mars, 4 881 €. Propre. C'est clean, hein? C'est clean, Très c'est clean. propre, très propre. Je suis très content parce que c'est en constante évolution et Ah, c'est clean. je reviens de loin. Comme je t'ai dit, j'avais fait une grosse pause. J'étais tombé bien bas, Hmm, cet été justement. Pendant 3 mois, j'étais off complet et hmm. quand je suis revenu, c'était compliqué. Et ça aussi, faut faire attention. Faut pas lâcher quand tu reviens parce que là, quand je suis revenu, bah, j'ai fait un mois à 698, un mois à 229 et c'est là où tu te dis, je vais où là? C'est dur. Ah, c'est dur. Et sauf que bah sans rien lâcher, tu rebondis et c'est ce que j'ai réussi à faire et puis voilà. Et du coup, pour répondre à la Incroyable. deuxième question sur le nombre de leads convertis, depuis le 15 février, je suis à 25 25 leads, les gars, c'est pas mal, hein. et c'est pas mal. Après, j'ai la chance entre guillemets que ce soit des offres, pas méga high ticket, donc Mhm. c'est plus facile de «convertir» entre guillemets. Ouais. Mais sur ces 25, il y en a, c'est quand même, c'est la plupart, bah, ma grosse offre qui est à 800 aujourd'hui. Donc c'est quand Ouais. même un bon billet de départ et Non, c'est bien, hein. donc je suis très content Ouais, c'est cool. et tout C'est ça cool, sur c'est cool. LinkedIn, évidemment. One Media Funnel, les gars, on vous l'avait dit, hein. Et il suffit d'un seul endroit, hein, avec un seul C'est réseau, ça. on monte un business. Ça sert à rien de vous éparpiller à droite, à gauche. Moi, je suis partisan du truc de dire, on masterise un réseau. Une fois que c'est fait, on s'ouvre à un autre réseau, pas à 10 000, un autre. Je me suis fait la même réflexion la semaine dernière. J'en parlais à ma copine. Je lui disais, regarde, là, je vais essayer de masteriser complètement LinkedIn. Et bah, dans ma perspective d'évolution, j'aimerais bien plus ou moins automatiser certaines tâches, que Ok. moi, j'ai plus qu'à faire ce que j'aime, comme créer du contenu, apporter de la valeur, délivrer quelques clients. Hmm. Mais j'aimerais bien arrêter de devoir prospecter, même si j'en fais Ouais. pas beaucoup parce que mes leads, c'est plus ou moins des leads automatiques grâce à ma création de contenu, mais je commence à prospecter, c'est de là-dessus que je me forme aussi en grande partie. Mais Mhm. j'ai du mal, j'aime pas ça et bah, ça se ressent parce que ma prospection elle est complètement merdique. Mais j'aimerais bien à terme ne plus avoir à prospecter et en fait, une fois que j'aurai réussi à faire tout ça, à ce que LinkedIn me roule plus ou moins tout seul ou juste à créer du contenu que j'aime, je Hmm. m'ouvre à un autre réseau et Ouais, l'objectif, clairement. je pense, c'est ça aussi, hein. Tu sais déjà sur quel réseau ou pas? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Putain, J'essaye entre dommage. Insta et TikTok, en vrai. Ah ouais? Putain, j'aurais dit YouTube, tu vois. Ben, je commence YouTube. Je pense que Ok. YouTube, ça sera quelque chose de côté, Hmm. pour, «m'amuser» entre guillemets ou alors proposer des vidéos. Genre là, par exemple, j'ai tourné 2 vidéos. C'est des vidéos vraiment sur un problème et c'est plus des vidéos qui vont me servir, tu sais, lors de ma prospection ou quoi. Bah, C'est pas bien sûr. forcément un réseau que j'ai envie de développer,
ah, j'ai pas envie de devenir youtubeur quoi, c'est pas mon objectif. Après peut-être qu'à terme ça me tombera dessus et je vais kiffer faire des vidéos et bah, comme avec LinkedIn, hein, je voulais pas devenir créateur de contenu. Au final aujourd'hui je kiffe et je veux faire que ça donc ça me tombera certainement dessus aussi. OK. OK, bon, bah, nickel. Hem, du coup, bah, je te laisse réfléchir à une question à poser à notre futur invité, à Ouais. moins que tu l'aies tout de suite. Est-ce que tu l'as en tête? J'y réfléchis, mais j'ai pas si, en vrai, si, je pense qu'il y a une question qui peut être pertinente. Si tu as l'appel rapidement, enfin rapidement, en vrai, je pense que ça va pas changer d'ici 1 mois, mais c'est comment il ressent, ce nouveau Reach? Cette mise à jour-là? Est-ce qu'il voit ça comme une baisse? Est-ce qu'il râle par rapport à ça? Ou est-ce qu'il a compris que c'était une mise à jour, à laquelle il faut s'y faire et qui est potentiellement bénéfique pour son business? Putain, c'est une vraie question et je veux même y répondre pour moi parce que Ouais, ça m'intéresse. moi, comment je l'ai ressenti sur le début, au tout début, j'étais en panique. Et quand je te dis On a tous panique, été. c'est panique. Moi, mon business était tourné à 100% sur LinkedIn. Quand il y a eu la mise à jour du Reach, c'était au tout début de mon business. Heu, tout Donc d'un coup, j'étais ça fait en mal. PLS, tu vois. Mais non, ouais, avec du recul, je pense que c'est très bénéfique. Ça m'a aussi fait comprendre qu'il fallait que j'avance sur YouTube aussi. Ouais, Et du coup, voilà, j'ai mis un grand coup d'accélérateur aussi sur YouTube. J'ai continué à faire du contenu sur LinkedIn, plus ciblé, plus value, c'est plus ça, prise d'autorité, vraiment pour asseoir mon statut et pas qu'il y ait un doute sur ma capacité à accompagner les gens, mais plus sur quand est-ce que je vais commencer avec lui, tu vois. carrément. Carrément et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Donc ouais, ouais, non, c'est intéressant comme question. Bah écoute, c'est noté. Je le poserai au prochain invité. J'ai pas encore d'idée sur le prochain invité. Faut que je le trouve. Mais voilà. On approche de la fin. J'aimerais juste peut-être te poser quelques questions rapides, mais juste avant ça, j'ai une question sur comment tu gères le fait que bah, t'es jeune, on va pas se mentir, on a 10 ans d'écart. Comment est-ce que tu gères le fait de d'être jeune et de vendre des services déjà un à des mecs comme moi, mais je pense à des mecs encore plus vieux, tu Et alors ça déjà, pour commencer, c'est très rare. J'ai très peu de personnes, de plus de 25-30 ans en vrai. vois. Ok. Et je pense que c'est dû à ma création de contenu et c'est ce qu'on en disait, c'est le fait de cette authenticité, tu attires des gens qui te ressemblent et du coup, c'est tout de suite plus facile de leur vendre des choses parce que vous parlez la même langue, vous vivez les mêmes choses, vous êtes dans le même rythme de vie, donc vous vous comprenez, donc c'est tout de suite plus simple et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment communiquer à ta cible. Mais comment je gère ça? Moi, j'ai honnêtement eu très peu de soucis par rapport à ça. En tête, j'en ai eu un, mais c'est très rigolo parce que c'est vraiment un sgeg, j'ai pas d'autres mots. Parce que je l'avais contacté à mes débuts sur LinkedIn, j'avais quoi? Peut-être 2 000 abonnés et lui, il en avait quoi? 8 000, 10 000 et il faisait moins de Mhm. stats que moi à l'époque et du Ok. coup, je savais très bien qu'il y avait un problème, que soit c'était, un ancien, qui ajoutait, pour arriver à la limite, je crois que c'était 15 000 abonnés, enfin 15 000 connexions et du coup, ça faisait des abonnés et cetera. Mais bref, du coup, je l'ai contacté et j'ai essayé d'en savoir un peu plus et vient le moment où je lui propose, c'est même pas je lui en donne, c'est je lui propose des conseils. Et là, se ferme et il me dit: «Non mais, tu vas me donner quoi comme conseil? Tu pas d'abonnés, tu tout jeune, tu vas m'apprendre la vie», je sais pas quoi, bref. Il m'a pas insulté, mais il a commencé à essayer de me retourner le cerveau et en fait, juste pour rigoler, je lui ai donné quand même, genre j'ai répondu, je lui ai dit: «Bah écoute, c'est pas grave, je te les donne quand même». Je lui ai donné les Mhm. conseils. Je regarde 3 jours après, il les a tous appliqués, mais tous. Et là, je me suis dit: «Bon vas-y, tant pis pour lui». Prends-les à emporter tes conseils. Étouffe-toi avec. C'est ça, mais j'étais tout jeune. C'était il y a 2 ans. Donc c'est encore à la période où j'offrais mes services à certaines personnes, donc je m'en Ouais. fichais de donner et qu'il y ait rien derrière. Mais c'était juste même pour la vanne, parce que je voulais voir s'il allait écouter les conseils ou pas. Et effectivement, bah, quand tu te donnes des conseils, de valeur et réels, ça ne peut qu'être applicable, peu importe ton âge. Et après comme dit, quand on est sur les réseaux, on a la chance de pouvoir créer son autorité au-delà de l'âge. Regarde, toi, tu pensais que j'avais, 2-3 ans de plus, alors que pas du tout et c'est parce que je pense que c'est dû au fait que tu me vois créer du contenu, que tu me vois partager de la valeur, que j'ai beaucoup de retours clients et bah, ça me met en confiance et tu réfléchis plus trop à l'âge. Après, bah, regarde moi aujourd'hui, celui qui m'accompagne, qui me coach,
il a 1 an de moins que moi, j'y vois aucun problème. Alors que je pense qu'il y en a qui y verraient un problème. Mais, quand le feeling il passe, quand tu communiques bien et que tu attires ceux qui te ressemblent, le problème de l'âge disparaît. Ouais, clairement. Clairement, je me suis fait accompagner aussi par des gens plus jeunes que moi. J'accompagne des gens plus jeunes que moi, des gens plus vieux que moi, donc ouais, ouais, non, ça c'est, à partir du moment où tu captes la valeur chez les gens, il y a pas trop de problématiques C'est à tout ça. ça. Mais je sais que c'est quelque chose que j'ai ressenti dans ma carrière parce que j'ai Ouais. bossé pour des j'ai bossé pour des gros industriels, Airbus, des trucs comme ça et je me suis retrouvé, avec, à 18 ans, c'était il y a un petit moment, à 18 ans en costume cravate, à essayer de présenter un projet à des industriels et en fait, déjà parler à des mecs qui pesaient des millions alors que moi, je suis arrivé, dans une vieille voiture. En fait, tu sens le mépris, tu vois? Tu sens Ouais, le mépris, tu sens la distance et du coup, voilà, je voulais savoir si c'est quelque chose que tu avais ressenti. Tant mieux, ça veut dire que le comme monde a évolué. Je suis très content le que tu monde a l'aies pas trop. évolué d'une part et aussi ce qui est intéressant, c'est que toi, c'est un tout autre domaine et je pense que la Mmh. différence d'âge aussi, elle va être Ah ouais. différente suivant le domaine. Moi, comme dit, c'est du graphisme, c'est du visuel. J'ai de la chance, oui et non, parce que bon, ça dénature quand même le travail, mais il y en a beaucoup qui se disent, «Ouais, c'est beau, ma fille, elle a 14 ans, elle est en art plastique, elle peut me faire mon logo». Donc ils ont déjà la vision du plus jeune qui peut intervenir sur son identité. Donc le fait que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus jeune, qui leur propose de payer quand même pour ce service, ils sont déjà, enfin, ils sont plus ouverts, je pense, à l'idée que dans des domaines, comme enfin, j'ai pas d'idée en tête, mais par exemple, toi, avec des grosses Mmh. boîtes où ouais, c'est sûr que la différence d'âge, elle peut se ressentir, plus On facilement. l'a senti direct, hein. Je veux bien le croire, Bon, ouais. top. Bah, écoute, j'ai 4 questions à te poser, rapidement. On va Allez, faire très court. Ça, c'est pour tout c'est la petite info pour tous ceux qui nous regardent encore, ici, là. Déjà merci de nous regarder encore ici. Allez vous abonner, allez lâcher un commentaire. Allez vous abonner chez Thomas aussi. Il balance du contenu de fou, ça va vous plaire. un dé. Donc, pour les graphistes qui nous écoutent, un outil indispensable dans ta stack de graphiste. Un outil indispensable, bah, la suite Adobe, mais bon, ça, normalement, si t'es graphiste, tu l'as forcément, et si t'es graphiste et que tu OK. utilises pas Adobe, t'es pas graphiste. OK, intéressant, intéressant. Non, moi, je suis assez fermé là-dessus, mais c'est un débat intéressant quand même. Le Canva, l'Illustrator, le Photoshop, le machin. J'utilise tout, j'utilise Illustrator et Canva. Quand tu crées du contenu, Canva, c'est vraiment le must. Mmh. Ou Figma. Je sais que toi, par Ouais, exemple, on travaille sur Figma, ah, je kiffe. mais j'aime bien Figma. Franchement, c'est une bonne alternative honnêtement à Illustrator, je trouve quand même sur certains points. Mais le Ouais, truc, c'est que pas tout le monde arrive à le prendre en main, donc Canva est quand même plus facile d'accessibilité. Mais ouais. je pense quand t'es graphiste, il faut juste allier les trucs. Tu crées sur Illustrator, tu mets en page sur Canva, par exemple, comme ça tu gagnes du temps. Mais Mmh. faut pas se fermer à un seul outil, justement. Et je pense que c'est ça aussi OK, qui est. La réponse à la question, finalement, c'est ne pas se limiter à un seul outil, je pense. OK, OK. Lourd, mais quand même, suite Adobe, quand même mandatory, quoi. Ouais, franchement, OK, la suite Adobe, OK, même si cool. c'est cher, hein, mais au moins, OK, tu peux créer, OK. vraiment créer. Je prends note. Je prends note, je prends note. Le projet dont tu es le plus fier jusqu'à présent? Ne me dis pas le mien. Franchement, je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, hein. Moi aussi, je J'y ai l'aime bien. pensé quand j'ai vu Je la kiffe, je question kiffe. avant. Je me suis dit, son projet, il est quand même hard. Et non, il y a un gros projet que j'ai pas le droit d'en parler et ça me fait bien Mmh. chier. Mais j'ai refait le profil LinkedIn d'une Top Voice. Ah ouais? Ouais, c'est, je pense, le projet où j'en suis le plus fier, bah, parce que j'ai passé un step. Ouais. Passer du gars qui a 1000 abonnés à celle qui en a 150 ou 200, je sais Mmh. même pas. Donc ça, c'est juste fou, mais j'ai pas le droit d'en parler. Et après, en fait, ce que je suis plus fier, c'est de tous mes clients. C'est pas d'un projet en particulier, Mmh. c'est le fait de pouvoir toucher à tout. Parce que, comme dit, il y a ton projet qui est juste incroyable. On a passé du temps, mais c'est fou. Et j'ai des projets, par exemple, des personnes qui sont intervenues aux JO et tout. Et ça, c'est des trucs, ça, même si c'est pas moi directement qui est intervenu sur les JO, j'ai quand même intervenu chez quelqu'un qui est sur les JO. Et ça, c'est fou. Mmh. OK, Donc, c'est trop cool. une addition, je pense. Ouais, ouais, je comprends. Trop bien. Une tendance design que tu trouves un peu surcotée, surestimée?
Bah, l'IA, hein. L'IA, Ouais, pour les starter packs, comme on disait ouais, bien avant, sûr. tout ça. Suivre les trends de l'IA, ça te rapporte rien. C'est Pas de stylé, clients ça en fait des plus. likes, ça fait des vues peut-être, et derrière c'est tout, Ouais, quoi. ça rapporte rien parce qu'en plus on sait que c'est pas toi qui l'as créé, enfin ça a aucun intérêt de te suivre, En plus, c'est ça, suite quand à tu ça, suis une quoi. trend. Ouais. Ta prédiction un peu pour l'avenir du graphisme? Je sais que je te lâche pas, hein, sur les prédictions, je suis là, pressing, hein, vraiment. En vrai, j'ai quand même un peu peur d'une chose, c'est que les prix chutent. Le prix de nos Mais prestations chute. Parce qu'à l'époque, on disait, ouais, à cause de Fiverr, à cause de 5euros.com, nos prix vont baisser. Au final, ils ont pas baissé. Et sauf que là, on a la même peur, mais avec l'IA. Sauf que l'IA, c'est du concret. ouais, Et pour la plupart, plus ou moins gratuit. Tu peux commencer à créer des trucs déjà avec. Donc, je mmh, pense que les gens, ils vont revoir leur capacité à acheter à la baisse, dans le sens ouais, où même eux, ils vont savoir que nous, on utilise l'IA et donc que potentiellement on gagne du temps et ouais, que bien sûr. si on lui fait payer cher, il va se dire mais tu te fous de ma gueule, tu prends 30 minutes. Alors que bon, on est bien d'accord qu'on a pris 4 ans avant d'y passer 4 minutes. On est bien d'accord. Ça, Mais dans le cerveau des gens, je pense que ça, les prix vont être vus à la baisse. mmh, Je dis ça alors que je suis en train d'augmenter mes prix, mais c'est quand même une crainte. ouais, je comprends. Je comprends totalement. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Thomas, super podcast. Je tiens vraiment à, vous reconseiller, et vous conseiller, ce monsieur. C'est lui qui a refait tout mon branding LinkedIn. Moi, je suis une quille en graphisme, mais vraiment une quille, hein. C'est grave, hein. Et surtout, il a été capable de me refaire mon branding, faire vraiment toute mon image, penser avec moi toute une idéation, une headline. Vraiment, on est allé loin ensemble. Je suis très très fier de ce qu'il a conçu. C'est vraiment pas cher payé. Donc, si vous avez un, si votre business est sur LinkedIn. Deux, si vous êtes, si vous avez un branding qui est pas exceptionnel ou quoi. Et trois, que vous êtes pas bon en design. C'est pas est-ce que je dois aller avec Thomas, c'est juste faites-vous accompagner, faites en sorte de ressortir ressortir du lot en fait, passer cette étape de est-ce que je dois changer mon branding, est-ce que je dois passer par un professionnel. Si vous vendez sur LinkedIn, si vous dépendez de LinkedIn pour votre acquisition, si vous êtes même utilisateur profond de LinkedIn, passez par des gens comme Thomas. Je vous recommande vraiment Thomas pour passer à l'étape supérieure. Merci. C'est Non, ouais, génial. c'est Belle mise en avant. vraiment, je le pense sincèrement et il y a pas de quoi que ce soit. C'est vraiment, je le pense sincèrement, ça a transformé la vision qu'ont les gens de mon business, même l'image en elle-même. Les impacts sont fous, quoi. C'est tout le but et c'est ça qui est intéressant et qui, je pense aussi, qui me différencie de pas mal de mes concurrents, même si je leur souhaite que du bien à certains. Parce que il y en a, je les ai dans la poche, qui commencent à me saouler un peu. Mais les trois quarts de mes concurrents sur LinkedIn, je les adore, je les soutiens. Même des fois, je les mets en avant sur certains posts. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun problème. Mais ce qui va me différencier je pense, comme tu disais, euh, de faire ensemble et de comprendre vraiment qui tu es et ce qui chez toi va faire que tu vas te vendre plus que ton concurrent. Et au-delà de vendre, c'est d'être reconnaissable, mémorable et toutes ces choses-là. Mais parce que certains, enfin tous en général, quand tu vas passer commande, tu vas leur remplir son formulaire et il va te faire quelque chose dans tes couleurs, dans ta DA, etc. Soit t'as déjà, soit ce que tu leur as donné comme guidelines. Et moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais essayer de chez toi de creuser ce qui va faire que tu vas être différent des autres. Toi, par exemple, c'était Héphaïstos. On a pu créer Mmh, un truc de ouf autour de ça et je suis trop content parce que j'ai pas beaucoup de projets où les gens ont déjà une idée en tête de ce qui peut les différencier. Toi, t'es arrivé, tu m'as dit mmh. Héphaïstos, forme de puissance, etc. Je me suis dit trop bien, je vais pouvoir m'amuser sur ce projet. Et au Ouais. final, ça a rendu un truc de ouf. Et Ouais, carrément. Vraiment bien. ouais, donc un grand merci et puis ouais, Ben venez. ouais, Et carrément, allez au-delà chez de lui. passer commande, il faut regarder mon contenu parce que je pense que vous l'avez compris, je vous livre pas mal d'astuces gratuites, pas mal de conseils, pas mal de choses. Même en suivant mon contenu, tu peux te démerder tout seul sur LinkedIn, donc faut pas hésiter. Ouais, clairement. Écoute, allez suivre Thomas. Moi, vous savez toujours, il y a un lien dans la description. Je vous offre un appel de conseil offert de 30 minutes.
L'idée, c'est vraiment que vous soyez entrepreneur, infopreneur, start-upper, vraiment SaaS maker, que vous soyez juste perdu et que vous cherchez un positionnement, que ce soit dans la tech ou même sur LinkedIn en général. On est là pour vous aider. On a une équipe derrière qui va vous aider à trouver votre positionnement. Pendant 30 minutes, je vous offre une roadmap et une connexion avec moi pour voir si on peut bosser ensemble. Et à la fin de cet appel, on voit s'il y a une connexion à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi dans la description. Il y a les liens de Thomas dans la description, le Discord de la Citadelle pour nous rejoindre, mon LinkedIn. Donc voilà. Et puis c'était tout. Je vous remercie à tous. Passez un excellent week-end et puis on se voit vendredi prochain pour un prochain Build to Grind. Salut! Let's go, ciao, ciao.